Salut Hugo. Eh ben écoutez, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi manger ou de quoi digérer, vu l'heure. Donc je propose aujourd'hui effectivement qu'on démarre ce webinaire Upskill for IT. Donc la thématique du jour, Domain Driven Design et le code Legacy. On va vous en dire plus très rapidement. Je te laisse prendre la main, Michael, sur le partage. Pour une Yes, intro rapide. yes, merci. Un peu en préambule de ce webinaire autour des différentes slides et thèmes que je vais aborder. Déjà, c'est pas une introduction DDD, donc je vais employer certains termes, mais je vais pas les développer. Mais c'est pas grave, hein, donc l'essence des termes, c'est d'expliquer leur raison. Mais voilà. Je vais présenter certaines possibilités, mais il faut bien comprendre que chaque contexte est problématique et unique, et donc a des problématiques qui sont propres à ces contextes et à ces contextes. Mais de manière globale, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même des situations qui se ressemblent fortement entre ces contextes, et donc on peut appliquer certaines pratiques pour adresser ces problématiques. Ensuite, je vais présenter un peu de bout de code. Vous allez voir, c'est volontairement simplifié parce que je ne peux pas tout mettre. Et l'idée, c'est de faire un peu appel à votre imagination, mais également à vos expériences de choses que vous avez pu voir qui ressemblent et les conséquences que ça peut avoir. Et enfin, je vais présenter tout un tas d'outils et il n'y a pas de silver bullet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'outils miracle pour résoudre tout dans toutes circonstances. Voilà. Bah super, merci pour l'intro. Donc ça c'était le disclaimer, on va quand même se présenter rapidement. Je te laisse Oui, commencer, Michael. moi rapidement, donc je suis dans le monde de l'informatique depuis un peu plus de 10 ans. J'ai commencé ma carrière dans la gestion de projet, d'abord en tant que MOE ou MOA, je ne me souviens plus très bien. J'ai fait du product owner et à un moment donné, il y a un peu plus de 4 ans, j'ai rebasculé dans le monde, on va dire, de la technique, du développement et où j'ai intégré Octo, où j'étais consultant senior. Et les aléas, on va dire, de la vie ont fait que j'ai quitté Octo un peu avant janvier 2022 parce que j'étais m'installer à Prague en République tchèque et que c'était pas compatible avec des, euh, des CDI Octo. Et donc depuis janvier 2022, je suis freelance. Voilà. Et donc en dessous, là, les différents canaux où vous pouvez me trouver, que ce soit LinkedIn ou YouTube notamment. Super. Bah, de mon côté rapidement, donc Cédric Tétan, je suis CTO cofondateur de PackMind, qui était connu il y a encore quelques jours sous le nom de Promise. Nous, PackMind, on est un éditeur d'une solution de partage de bonnes pratiques de développement et qui permet avant tout d'aider les équipes de développement à monter en compétences ensemble grâce à l'intelligence collective. Et donc tous ces sujets autour de l'amélioration continue de nos process de développement, d'élévation des skills, tout ça c'est des sujets qui nous sont chers et notamment le DDD, ça fait souvent partie des pratiques qui ressortent, en tout cas sur lesquelles on s'inspire pour essayer de construire du soft qui peut durer, ou en tout cas qu'on peut essayer de reprendre dans le cas d'un contexte legacy. Et pareil, je suis assez joignable sur LinkedIn et par mail si besoin. Présentation étant faite, avançons. Yes. Je t'en prie. Donc déjà, tout d'abord, on va essayer de regarder le système d'information, donc c'est le projet informatique, d'un certain point de vue pour, on va dire, pour développer et construire sur ce postulat. On remarque en fait, un système informatique, c'est ni plus ni moins que différentes complexités qui composent ce système. Il y a la complexité essentielle, donc ça, communément, c'est le problème métier que l'on souhaite résoudre, que la solution est censée résoudre. Pour pouvoir adresser et solutionner le problème, par-dessus, on va mettre une complexité qu'on va appeler obligatoire, c'est-à-dire en fait c'est ce qui est nécessaire techniquement pour résoudre le problème. Voilà. Et enfin, une dernière complexité
qu'on nomme la complexité accidentelle, et en fait, finalement, c'est tout le reste. Et donc, c'est ni de la complexité obligatoire qui est induite par rapport aux outils techniques qu'on met en place, et ce n'est encore moins de la complexité essentielle qui est engendrée par la complexité du métier. Et donc, on va voir en fait que on fait un amalgame assez facile entre complexité accidentelle et dette technique. Mais en fait, c'est pas exactement la même chose. Enfin, il n'y a pas un amalgame forcément à faire, parce qu'il y en a un qui compose l'autre. La dette technique, si on reprend un peu la définition, c'est ni plus ni moins qu'un raccourci qui est pris volontairement dans le code pour aller plus vite, en fait. Et on voit qu'au final, au fur et à mesure que le projet avance, si on reste passif sur ce raccourci qu'on a pris volontairement, il va à un moment donné nous rattraper. C'est un peu comme on contracte des crédits à la banque, plus on en contracte, à un moment on devient insolvable et on est coulé sous les dettes. C'est un peu la même idée. Mais la complexité accidentelle, c'est aussi autre chose. Et l'autre chose, c'est la détérioration en fait, du code, qui est notamment due à des manques de connaissances ou de compétences de l'équipe. Donc en fait, si vous voulez, c'est une détérioration un peu de manière inconsciente de celui-ci, involontaire. Et au final, la complexité accidentelle, c'est quoi? C'est en gros, c'est tous les mauvais choix qu'on a fait. Et donc ces choix, ça l'impacte. Et on peut remarquer que, au final, la majorité des problèmes que l'on trouve, donc, quand je parle de problèmes, c'est des bugs, hein, c'est ni plus ni moins dans celle-ci, en fait. Parce que par essence, la complexité essentielle, c'est du métier, c'est quelque chose d'un peu abstrait, donc il n'y a pas de code dedans. Voilà. Complexité obligatoire, comme je disais, c'est des choses, des choix techniques, et dans ces choix techniques qui sont apportés par les différentes parties tiers, en général, il y a très peu de bugs. Hein. Si je prends par exemple des frameworks comme Spring, ça tient plutôt bien la route. Hibernate, ça tient plutôt bien la route. Si on prend du Node.js, ça tient également plutôt bien la route. Dans la majeure partie, il y a très peu de bugs. Donc c'est pour ça que je dis que tous les problèmes, en gros, si on prend le raccourci, tous les problèmes qu'on a au quotidien, ça vient de cette complexité accidentelle. Du Oui, parce coup, que des techniques, ça veut pas dire, en fait, ça veut pas forcément dire que tu fais mal, c'est juste que tu prends un raccourci où tu sais que c'est pas la solution idéale, mais tu as une certaine conscience de l'impact des choix que tu fais, là où dans la complexité accidentelle, en fait, tu n'as pas vraiment cette conscience, et c'est là que le risque de bug est accru, c'est qu'en fait, on maîtrise pas tout. oui, c'est ça, exactement. Ok. Et donc, si ça, à un moment donné, si ça dérape, on va retrouver quelque chose que vous connaissez assez bien, enfin, que vous connaissez assez bien, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un pattern qui s'appelle le Big Ball of Mode, ou le gros sac de nœuds, où on voit qu'au final, il y a tous les bouts de code sont tous indépendants, interdépendants les uns des autres. Quand on modifie quelque chose, ça impacte autre chose qui n'a rien à voir. Enfin, c'est un boubli-boulga de code, et c'est assez difficile à s'en dépêtrer. Donc l'idée, c'est de trouver des choses pour agir dessus. Donc voilà. Donc, pour éviter qu'on arrive à ça, ou pour se dépêtrer de ça, il faut qu'on trouve, enfin, l'idéal, c'est de trouver des moyens qui permettent d'agir sur celle-ci. Donc quand je dis celle-ci, c'est vraiment la complexité accidentelle. Et donc, c'est là où le DDD peut intervenir, parce que ça va nous mettre à disposition un panel d'outils qui peut nous aider, en fait, au final. Juste avant de parler des outils, on va juste regarder, en fait, comment on est arrivé à cette situation. Ce qu'on peut remarquer, enfin moi dans mon expérience, j'ai pu remarquer ça, c'est souvent on a une super idée. Voilà. Une super idée, c'est la feature du siècle, elle va tout casser, tout ça. Et du coup, on fonce tête baissée, c'est parti, on la développe. Et on essaye d'aller super vite pour la mettre en production hyper vite. Et du coup, on prête pas attention à comment on fait le code. Et au final, en fait, à un moment donné, on doit tout refaire parce que l'applicatif n'est plus
plus évolutif, il y a des bugs dans tous les sens, etc. Du coup, la rapidité qu'on a eue pour sortir la fonctionnalité va être rattrapée par au final une non-évolutivité et une stagnation du produit un peu plus tard dans le temps. Et c'est là toute la difficulté du jeu, c'est nos mauvais choix n'impactent pas tout de suite en général, mais plutôt à plus long terme. Et donc le DDD, comme je le disais, c'est au final c'est un ensemble d'outils qui va nous permettre de résoudre des problématiques métiers complexes, complexes notamment. Et ça marche aussi sur des problématiques qui sont pas complexes, hein. Et on va voir, enfin, on peut constater que c'est ni lié à un langage, donc ça s'applique très bien en Java, en JavaScript, en PHP, enfin dans votre langage du quotidien, en Python, hein, ça marche très bien aussi. Ce n'est pas lié non plus à un écosystème technique. Voilà, donc on peut faire ça dans un Spring Boot, dans un, je sais pas, dans une archi distribuée. Enfin, c'est pas lié à un écosystème technique précis. Et c'est encore moins lié à un domaine d'activité. Donc on peut l'appliquer dans le secteur bancaire, dans le secteur assurance, dans le secteur du jeu, dans le secteur des ressources humaines, enfin on peut l'appliquer vraiment partout. Et en fait l'idée c'est de remettre au cœur du projet le métier que l'applicatif cherche à résoudre, les problématiques. Et donc on arrive à un postulat, c'est que c'est plus les choix techniques qui vont influencer le métier, mais bien le métier qui vont influencer les choix techniques qui vont être faits. Et autre aspect bénéfique, en remettant en imprégnant le code du métier, c'est que on va le rendre plus clair et plus compréhensible pour tout le monde. Effectivement, on va le voir après par la suite avec les exemples. On va appeler, en fait, l'idée c'est d'appeler un chat dans le code. Et donc, on va pouvoir lire le code comme si on parlait à quelqu'un qui n'est pas du tout développeur et qui va, lui, nous exprimer son besoin. Et inversement, si cette personne va lire le code, va pouvoir le comprendre. Et ce n'est pas utopique, hein, ni plus ni moins qu'il y a 2 semaines. C'est exactement l'exercice qu'on a fait avec mon équipe. Et effectivement, la personne du métier, en lisant le code, a compris ce qu'il faisait et que ça résolvait bien sa problématique. C'est vraiment l'idée, l'objectif à atteindre. Et donc, une petite citation de Eric Evans, qui est un peu l'un des papas du domaine Driven Design, il dit, au final, le cœur d'un logiciel, c'est sa capacité à résoudre les problématiques de ses utilisateurs. Effectivement, ça coule de source, mais ça va mieux en le disant. Petit passage en revue des différents outils qui peuvent nous aider. On va parler de domaine fonctionnel, d'ubiquitous language, de context map, ça plutôt dans ce qu'on va appeler l'espace du problème, donc pour cartographier, modéliser un peu la problématique qu'on cherche à résoudre. Et inversement, comment on la résout techniquement, on va appeler ça plutôt l'espace de la solution. Et ici, on va plutôt retrouver des choses comme les aggregates, les value objects, les repositories, etc. Donc, pareil, je ne rentre pas en détail là-dessus, mais c'est juste pour vous donner une vague idée d'un peu des différents outils qui nous sont mis à disposition via le DDD. Et qui sont décrits d'ailleurs dans le livre d'Evans que tu as montré, enfin, on n'a peut-être pas, tout le monde l'a pas vu, mais sur le slide d'avant, tu montrais, je crois, justement, ça c'est le Blue Book qui s'appelle ce livre, c'est ça? C'est une bonne intro, tu penses? Exactement. Alors, c'est l'une des intros possibles. Alors, le Blue Book, de mémoire, il fait 400 ou 500 pages, donc c'est déjà un bel ouvrage. Si vous n'avez pas le temps, j'en mettrai, je ne sais plus si je le cite à la fin, mais oui, à la fin, ouais, t'en reparles. il y a d'autres ouvrages. Il y a des ouvrages un peu plus petits qui font une 80aine de pages, qui sont tout de suite beaucoup plus accessibles, on va dire, parce qu'ils se lisent déjà beaucoup plus rapidement et ça passe déjà en revue les différentes patterns et pourquoi ils sont là.
Ça Mais le marche. Playbook reste une bonne lecture également si on a un peu plus, si on veut un peu plus creuser, on va dire. Ça marche. Je te remercie. Du coup, on a parlé un peu d'outils et en fait, chaque outil adresse une problématique bien spécifique. Et tous ces outils, au final, ils sont juste complémentaires entre eux. Ils s'emboîtent un peu les uns dans les autres. L'un va être effectivement le complément de l'autre. Pour que un fonctionne, on va potentiellement avoir besoin d'un autre, etc., etc. Donc ils permettent de faire, tiens, j'ai telle problématique, bah, je vais utiliser tel outil. On n'est pas obligé de faire un projet, je vais déballer tous les outils DDD et on va voir ce qui se passe. Maintenant, j'ai telle problématique, je vais utiliser tel outil. Alors, arrivons maintenant, on va essayer de prendre un legacy, et là c'est là où je vais commencer à faire appel un peu à votre imagination, et on va essayer de le transformer un peu étape par étape. Petit disclaimer, non, passer en microservice en général, n'est pas la solution à ces problèmes. On peut entendre, mon code n'est plus évolutif, tout ça, machin, parce que tout est couplé. Du coup, je vais faire des microservices parce que c'est trop bien le microservice. Je vais pouvoir isoler dans un espace dédié mon service et il n'y aura plus d'interdépendance et tout ça. Mais en fait, non, ça ne marche pas comme ça. Et au final, on se retrouve avec plus d'embêtement qu'à l'état initial. Donc, si c'était une possibilité que vous aviez envisagée, juste faites attention à ne pas y aller trop vite. C'est pas forcément la solution optimale tout de suite. Du coup, prenons un projet un peu que je vais considérer legacy dans le mauvais sens du terme, parce que legacy, c'est ni plus ni moins un projet qu'on hérite, mais le mauvais sens du terme, c'est un peu le terme qu'on emploie tout le temps, c'est quelque chose qui n'est un peu entremêlé, on ne sait pas de trop de quoi ça parle, etc., etc. Et souvent, on retrouve ce genre d'arborescence où on voit config, des contrôleurs, des erreurs, des mappeurs, des modèles, des services. En arrivant sur ce genre d'arborescence, la première question qui vient un peu, c'est au final, mais de quoi parle mon application? En voyant ça, moi, je suis incapable d'y répondre en tant que néophyte sur la base de code. Si on me demande de modifier une fonctionnalité, bah, je ne sais pas si je vais la faire dans les contrôleurs, dans le mapper, je ne sais pas trop en fait. Et tout ça, en fait, mis bout à bout, on peut aussi dire que bah, ça facilite pas forcément l'arrivée d'une nouvelle personne. Son onboarding va être un peu compliqué parce que on va toujours chercher un peu là où est le bout de code soit à montrer, soit à modifier. Mais également, est-ce qu'en voyant rien que cette arborescence-là, est-ce que je suis capable de savoir quand je modifie un bout de code, les effets de bord que va engendrer cette modification? C'est assez compliqué. J'ai travaillé sur ce genre d'arborescence, hein, c'est pour ça que je décris un peu mon vécu. Et au final, bah, en fait, on voit que c'est ni plus ni moins qu'une organisation technique des répertoires des packages et pas une organisation orientée métier. Surtout que souvent dans du code legacy, alors je ne sais pas si c'est systématique, mais j'entends souvent la définition d'un code legacy qui n'a pas de test justement. Oui. Donc ça veut dire que ça te rend encore plus difficile la tâche de modification. Oui, effectivement. Du coup, essayons de le transformer petit à petit. Ce que je vais vous montrer, c'est une manière de faire. Comme je disais un peu en disclaimer, il y en a plein. Du coup, moi, une entrée possible, c'est ni plus ni moins que dans notre répertoire là, SRC Legacy, c'est d'y instaurer, voilà, d'y mettre un répertoire qu'on va appeler migrated. Sous-entendu, migration vers quelque chose de neuf, vers une arborescence plus orientée métier, etc. Et là, on va commencer à faire apparaître, au fur et à mesure qu'on migre les fonctionnalités,
on va commencer à faire apparaître des répertoires. Et ces répertoires-là, si on rembobine un petit peu, ça va être ni plus ni moins que soit les sous-domaines métiers, soit les banding contextes. Bon, communément, c'est plutôt les banding contextes qu'on fait apparaître là. Et effectivement, là, on voit que j'ai appelé ça billetterie, planification événement, relation client. Autre aspect qui arrive, c'est le langage, l'ubiquitous language, ou le langage commun, un peu en français, qui amène une bonne réflexion, c'est est-ce qu'on fait notre code en français ou pas? Et c'est là que je mets, oui, le français est fait exprès dans mon exemple. C'est un exemple de raison d'utiliser l'ubiquitous language. Une autre raison, c'est de se mettre d'accord avec tous les acteurs du projet. Quand on appelle un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien, un compte, c'est un compte bancaire, un utilisateur, c'est un utilisateur, un administrateur, c'est un administrateur, etc., etc. Et du coup, ça permet d'établir un langage commun à tout le monde pour pouvoir le lever le maximum d'ambiguïté. Et du coup, là, si je reprends mon petit exemple, au premier coup d'œil, on voit que finalement, le métier de mon truc, c'est potentiellement une plateforme événementielle avec une billetterie. Hmm. Tout de suite, au premier coup d'œil, on voit de quoi parle mon applicatif. Et ça, ces sous-domaines, du coup, tu les as trouvés, de ce que je comprends, c'est un travail que l'équipe dev fait en collaboration avec l'équipe métier, j'imagine. Parce que Alors, finalement, enfin, ou pas, pour les d'ailleurs, c'est une trouver, question. il y a plein de méthodes. L'une des méthodes que j'aime beaucoup, c'est de pratiquer l'event storming. Ok. Pourquoi ça? Oui, pardon. Non, vas-y, pardon, je te laisse Alors, là-dessus. l'event storming, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un atelier qui se passe en général sur une journée où on met dans la même pièce les personnes qui ont des questions, grosso modo les devs, et les personnes qui ont les réponses à ces questions. Donc, grosso modo, les sponsors, le métier, etc. Et l'idée, c'est de se baser sur les événements qui se passent dans le système pour un peu cartographier, décrire ce qui se passe dans le système. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'atelier, à un moment donné, l'animateur, il va demander de regrouper en thématique les événements. Et ces regroupements-là, je vous donne en mille, ça match assez facilement du 1 pour 1 sur des sous-domaines fonctionnels. Et du coup, par extension, ces sous-domaines fonctionnels peuvent devenir des binding contexts, et ces binding contexts sont reflétés du coup ici dans le code. Ça, c'est une manière de faire que je trouve assez sympa pour les trouver. Après, par expérience, au niveau, quand on discute avec les personnes, par expérience, on voit que là, là, on est en train de parler, je sais pas, de la facturation. Donc, il y a potentiellement une problématique de facturation qui commence à émerger. Là, on va parler, je sais pas, je sais pas, de la gestion de vie d'un crédit bancaire. Donc là, hop, il y a peut-être un moteur de crédit qui commence à émerger, hop. Et un peu voilà, par expérience, on peut commencer à les faire émerger comme ça aussi. Bon, après, il y a certainement Ok, d'autres manières, mais voilà. ok, intéressant. Ça marche. Euh, donc voilà, donc là, ça me permet, au premier niveau, de voir un peu de quoi parle mon application. Ensuite, si on zoome un peu au niveau code, on peut remarquer l'utilisation dans des codes couplets, involontaires ou non, d'utilisation d'anti-patterns au final. Donc d'anti-patterns un qui est assez répandu, qui s'appelle le GodObject. C'est ni plus ni moins l'objet où tout passe. La moindre chose qu'on veut faire dans l'application, il va forcément passer par cet objet-là. Souvent, on a un truc qui s'appelle user, qui s'appelle product ou quelque chose comme ça, et on va voir par la suite à certaines caractéristiques qui en font un God object.
On peut remarquer aussi que à certains endroits, il y a du code qui accumule plusieurs responsabilités. Quand je dis plusieurs responsabilités, on va le voir par la suite, des responsabilités d'affichage au client. Par exemple, comment j'affiche dans un contrôleur API, par exemple. Comment je persiste en base et, je sais pas, une troisième responsabilité, comment je gère mon métier, les règles métier. Voilà. Plusieurs responsabilités au même endroit. Hmm. Et aussi, on peut trouver, on va le voir, du code métier un peu perdu dans ce qu'on va appeler communément des helpers, des utils, des managers, des choses comme Hmm. ça, où il va y avoir du métier, on va le voir juste après, qui va être un peu diffusé dans ces classes-là, ou dans ces bouts de code-là, et en fait, il n'y aura plus de liaison avec ce pourquoi ce code est là, en fait. Et il y a certainement d'autres exemples, mais ça, c'était un peu les plus parlants, je pense. Ouais, puis de toute façon, une classe avec plus de 1000 lignes, déjà, ça sent pas très bon. Oui, merci Pas se pour le la cacher. transition. Ah oui. Effectivement, alors là, je les liste, hein, mais effectivement, une classe avec 1200, plus de 1200 lignes, en général, c'est souvent un signe que cette classe est trop grosse, fait trop de choses, a trop de responsabilités, etc., etc. Ensuite, là, sur cette même classe, on voit des fois hop, des setters et des getters. Et quand on lit la classe, l'idée, c'est de comprendre l'utilité de ces méthodes. Mais quand on lit setter ou setStatus, par exemple ici, ou getName, moi, si j'arrive sur ce code-là, en fait, je ne comprends pas le but métier de ces méthodes, de ces fonctions, peu importe. Ce qui est dommage. Oui. Et comme je disais juste avant, là, on voit que la classe, elle gère aussi la persistance. Donc, en plus de gérer du métier, elle gère de comment, elle sait comment mon user entity, par exemple ici, est sauvegardé et persisté quelque part. Ça fait vraiment beaucoup de choses, hein. Ouais. Et enfin, les petits utils. Par exemple, là, on peut trouver ici l'exemple d'un string utils où on va avoir, par exemple, de la validation de numéro de téléphone, le formatage d'un full name ou plein d'autres choses. Donc, ouais, une petite classe avec des métastatiques qui Ouais. permettent de faire deux, trois trucs. Ce qu'on se dit, ça pourra servir à d'autres et en fait, ça ne sert à personne d'autre. Ouais. Exactement. Et après, quand on cherche la validation de l'email, dans certains cas, voilà, on doit aller chercher là. Enfin bref. Voilà. Hmm. Tac. Donc l'idée, c'est comment on va transformer ça. Un peu comme notre arborescence technico-technique, on va essayer d'utiliser certains outils de DDD. Notamment, on va faire émerger un agrégat et on va lui donner un vrai nom. Je ne sais pas si vous vous souvenez, juste avant, ma classe, elle s'appelait User Entity. Mais en fait, à ce niveau-là, ce n'est pas un user de mon application. Par exemple, c'est un membre. Voilà. C'est autre chose qu'un utilisateur. On va introduire aussi la notion de ce qu'on appelle des value objects, on y reviendra juste après, mais par exemple, ça va être des emails, des téléphones, des mobiles. Et là, on voit que ces value objects, ni plus ni moins des classes, hein, vont se substituer à des types primitifs type string. On va voir après quel est l'intérêt de ça. On retrouve notre langage commun, donc on va parler bien de s'enregistrer, de supprimer son compte, de changer d'email, etc., etc. Et là encore une fois, oui, le français est important parce que l'idée c'est de faire par exemple une petite phrase, le membre s'enregistre, le membre change d'email, le membre supprime son compte, etc., etc. Et en plus, on introduit vraiment du vocabulaire euh, compréhensible par le métier. Hmm. Là, par exemple, avant, pour changer d'email, ça aurait pu être cet email. Mais on n'aurait pas su dans quel cadre on set le nouvel email. Que là, on sait que c'est vraiment l'action de changer son email
que son email change au final. Et donc, Et on là, n'écrit pas s'inscrire, on écrit s'enregistrer, par exemple. Voilà. oui, si effectivement, Enfin, si on s'est mis d'accord. On ne cherche pas à faire un roman où on met pas où on diversifie les termes. Voilà. Ça, exactement, on tout à oublie. fait. Et là, je sais pas si vous avez noté, alors je passe les 24 lignes, hein, c'est anecdotique là pour le coup, mais ma classe, là, elle ne gère plus la persistance. Pourquoi? Parce qu'on va déléguer ce rôle-là à quelqu'un d'autre, à- autre part, à quelque chose autre dans le code. Et c'est là qu'on va introduire un nouvel outil qui est le repository. Alors, ce n'est pas le repository au sens ORM comme on peut trouver dans Hibernate, Doctrine ou autre. C'est vraiment le design pattern repository où ces ORM l'implémentent au final, hein, plus ou moins. Et là, on va voir que notre repository, l'interface, là, par exemple, membre repository, c'est elle qui va définir un contrat qui va permettre de persister, de sauvegarder notre membre. Et pareil pour le récupérer, par exemple. Récupérer par l'email, hop, je veux récupérer par son mail le membre. Et derrière, implémentation de cette interface, par exemple, MySQL membre repository, hop, là on retrouve notre méthode save qui va venir, dans le cas-là, persister dans une base MySQL. Et là on voit qu'on a bien séparé la responsabilité de je traite mon métier et la responsabilité de comment je gère ma persistance. C'est pas le même endroit. Et ça évite des erreurs, ça évite pas mal de choses. Et c'est plus facile à s'y retrouver également, de mon point de vue. Notre fameux string utils, là où on avait de la validation d'email, etc., c'est là qu'intervient l'evalue object, par exemple. C'est un des cas assez courants d'utilisation. Là, on voit qu'on a une classe email, et c'est dans celle-ci qu'on va venir valider l'email, potentiellement le cleaner, les choses comme ça. Et c'est plus disséminé à droite à gauche, c'est au niveau de l'email, j'ai besoin de faire ça. J'ai ces règles-là. Et pareil pour le numéro de téléphone, pour l'adresse, pour ce que vous voulez. Je t'interromps juste 2 secondes. Je te propose de prendre quelques petites questions dans le chat. Oui, Alors, si je remonte un peu, est-ce que tu connais la technique d'Abbott, A-B-B-O-T? Et si oui, ah, est-ce que pour toi c'est un outil du DDD? non, je ne connais pas. Ou alors je la connais, mais d'un autre nom. Ça marche. Je la connais pas non plus, donc je me suis dit peut-être que tu la connais. Euh, je ferai mes recherches en parallèle. Oui, Désolé, Jean. Du coup, question d'après, même sur le sujet de l'ubiquitous language, français-anglais, quand est-ce qu'on fait du français, quand est-ce qu'on fait de l'anglais, quand est-ce que oui, tu décides de l'un ou l'autre? oui. Alors ça reste, ça c'est pour moi c'est une décision d'équipe, hein. Donc quand je dis décision d'équipe, c'est l'équipe qui va travailler, l'équipe tech, hein, qui va travailler sur le code. Et pour moi, il y a plusieurs cas de figure où la question se pose. C'est un, on est dans un contexte francophone. Donc le métier est francophone. Quand je dis francophone, ça peut être québécois, belge ou autre, mais en tout cas, ça parle français. L'équipe de dev est entièrement francophone. Il n'y a pas de velléité dans un avenir proche à outsourcer quelque chose dans la programmation, dans le D'accord. développement de l'applicatif. Euh, Déjà, si on a les trois caractéristiques-là, on peut vraiment se poser la question de est-ce qu'on code en français à minimal métier ou non? C'est la question qu'on s'est posée lors de ma précédente mission avec mon équipe. Et on est parti voilà, du principe que notre métier, les personnes avec qui on interagissait du métier parlaient français. Le métier était français. En plus, ça parlait d'intérimaire, de permanent,
relevés d'heures, enfin plein de terminologies qui auraient été potentiellement dures à traduire en anglais. L'équipe de dev était entièrement française pour le coup, Mhm. et il n'y avait pas de velléité à outsourcer une partie des devs, ni D'accord, la, ni la TMA, ou enfin le support. Du coup, ça bah, marche. décision, on teste, on part en français, et on ajuste au fur et à mesure sur les endroits où on met le français. Ok, ça Et, marche. et pour être le plus complet possible, on a fait ce qu'on appelle des ADR, donc architecture, decision record, où au fur et à Mhm. mesure de notre implémentation du français évoluait, on l'enrichissait pour dire, ah, voilà, à cet endroit-là, c'est 100% français. À cet endroit-là, ben, le 100% français, c'était dans le cœur de métier en général. Et dans la base, comment on fait? Ben, on avait décidé de mettre tout en français. Et au final, les seuls endroits où on avait décidé de traduire, donc de mettre en anglais, c'était tout ce qui était potentiellement utilisable depuis l'extérieur. Typiquement, les endpoints API. Voilà. Ok, Les endpoints API étaient anglicisés. Pourquoi? Parce on n'était pas à l'abri que c'est pas qu'on n'était pas à l'abri, c'est qu'on avait même une autre équipe qui était, elle, non francophone, qui utilisait l'API. Donc, on n'allait pas leur d'accord, ouais. imposer le choix du français. Non, du coup, on exposait en anglais l'API. Voilà, c'était D'accord, un peu notre décision. ça marche. En tout cas, j'espère que ça permettra de. Je pense que ça a apporté des éléments de réponse, en tout cas. Je Oui. te remercie. Après, Une autre question aussi sur alors, le DDD. Alors, c'est peut-être un peu plus. Enfin, je ne pense pas qu'on sorte du débat, mais les DDD, on a l'impression que c'est souvent côté back-end, côté front. Est-ce que les outils DDD peuvent s'appliquer côté front? alors, il y a certains outils qui peuvent s'appliquer, notamment être toujours obsédé à toujours appeler un chat un chat. Ouais, Euh, voilà, ça s'applique très bien. Après, il y a des patterns qui sont un peu moins utilisables. Par exemple, découper en banding contexte, on voit que ça rapidement ses limites côté front, parce qu'au final, côté front, il y a tout qui se rejoint, donc c'est un peu difficile de faire vraiment des frontières bien précises. Mais voilà, si on arrive bien à l'appliquer en bac, on va voir que côté front, on peut utiliser, comme un peu ce que je disais un peu en préambule, utiliser des petits outils issus du DDD pour améliorer le code côté front. d'accord, ça marche. Et je prends une autre question aussi. Quand tu fais du fonctionnel, Mhm. comment tu fais pour avoir l'équivalent d'un objet riche et des services admis, puisque par définition, tu n'as pas de classe avec des méthodes? Est-ce que tu as Oui. quelque chose à proposer sur Alors, ça? alors, j'en ai jamais fait, mais à la fin, je propose une ressource qui traite justement de la programmation fonctionnelle autour du DDD. Donc Ok, voilà, je propose un ouvrage, donc à ce qui paraît, il est très bien, j'ai pas encore lu, hein. hmm, Voilà, on peut se référencer à d'accord, ça. ça marche. Et je prends une dernière question aussi sur le slide que tu avais juste avant avec les repositories. J'en posais la question. Alors là, je pense qu'on va remonter d'une couche, mais qui manipule le repository pour lui dire de supprimer le membre? Alors, qui manipule? Alors, Enfin, qui appelle le repository en fait dans le concept du DDD? alors effectivement, alors ça spoil un tout petit peu l'ouverture que je vais faire à la fin, mais D'accord, si je reste dans le cadre du DDD, ça va être des choses comme soit des applications services, soit des domaines services. hmm, Voilà. ça Donc marche. des choses en fait, qui manipulent à la fois des dépendances, enfin en tout cas des abstractions des dépendances, donc par exemple les member repository, et des concepts de la modélisation du métier, typiquement des agrégats comme membres. D'accord. Bah, si tu en reparles un peu après, je pense qu'on On on pourra peut rebondir. avancer, puis on reviendra dessus après. Ouais, ça marche. Yes. Je te remercie. Je te laisse poursuivre du coup. Yep. Alors là, effectivement, c'est que des exemples. Je peux absolument pas être exhaustif en moins d'une heure.
Et comme je disais un peu au début, et c'est vraiment un peu du cas par cas, chaque projet a un peu son contexte, ses problématiques. Mais à mon avis, rien qu'avec les petits exemples que j'ai donnés, vous avez peut-être dû pouvoir voir si vous avez des choses un peu similaires chez vous ou non. Et du coup, avoir des billes pour potentiellement voilà, retravailler un peu potentiellement les sujets. Maintenant, transposons sur un nouveau projet. Alors, je vais vous épargner 10 000 slides, parce qu'en fait, au final, c'est ni plus ni moins que la même chose. Si on a réussi à appliquer tous les principes, faire émerger les bonding contexts, faire émerger les agrégats, utiliser des value objects, faire ressortir le langage métier, si on arrive à le faire sur un code legacy qu'on veut transformer, au final, on a, entre guillemets, juste à reprendre ces principes et à les appliquer directement sur un nouveau projet. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus. C'est pas, je vois pas de piège par rapport à ce cas de figure-là. Du coup, si on revient tout au début, où on parlait de complexité accidentelle, le DDD et enfin, ce que j'ai essayé de démontrer, en fait, c'est bien une approche pour tenter de la maîtriser. Enfin, qui nous donne des billes pour la maîtriser. Et ce qu'on peut voir, si on regarde la complexité accidentelle pendant la durée de vie d'un projet, c'est que bah, la complexité du métier va augmenter progressivement voilà, au cours du temps. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Il y a une évolution importante qui a lieu. Et si on a, entre guillemets, choisi une solution dite facile, donc avec des raccourcis dans tous les sens, il est très souvent probable que cette solution facile ne va pas encaisser correctement l'évolution importante. Et du coup, on va avoir un pic, enfin, ça va devenir une complexité potentiellement exponentielle, et on va voir que, bah, en fait, notre complexité accidentelle va détruire le projet. L'idée, si on adopte une démarche plus orientée au niveau du DDD, en début de projet, on va forcément avoir un peu de over design. On va faire des choses un poil plus, on va dire, avancées techniquement. Mais l'idée, c'est que cette complexité va venir tangenter au fur et à mesure du temps la complexité essentielle. Et surtout, au moment où il y aura l'évolution importante, en fait, ça va ni plus ni moins rien changer. Parce que le code va être pensé d'une certaine manière à pouvoir encaisser cette évolution importante. Et dernier scénario, c'est effectivement, on ne connaît pas des DD. Donc il y a une courbe d'apprentissage. Dans la courbe d'apprentissage, il y a forcément, on commet des erreurs, on apprend, comme on le dit, on apprend en marchant. Et du coup, il y aura toujours un peu plus d'over-design au début, forcément. On va faire des erreurs, on va tâter un peu le terrain. Mais l'idée, c'est toujours la même, c'est ne pas voir l'évolution importante et au final, venir tangenter la complexité essentielle pour pas que la complexité accidentelle nous déborde. Voilà, l'idée reste la même. Vous allez me dire, il n'y a pas d'études scientifiques, etc., qui disent ça. Je suis totalement d'accord, parce que ça serait trop compliqué de mon point de vue de faire ça sur des études. Mais globalement, quand on regarde nos pairs avec Cédric, on tombe plus ou moins sur les mêmes cas de figure, sur différents projets, sujets. Enfin, c'est toujours un peu la même chose. C'est intéressant, moi ce que je vois avec cette courbe, et ça rejoint ce que dit Hugo dans le chat, c'est qu'il dit avec ce genre de méthode, surtout au début, la notion du coût de développement se pose et peut impacter pas mal d'organisations, parce que quand tu veux vendre de l'over design à ton métier, à ta hiérarchie, c'est pas toujours évident. Et finalement, ça rejoint à quel point c'est nouveau pour toi. Alors, parce que finalement, soit tu as déjà un bon niveau de compétence sur le DDD, donc finalement le mettre en place,
bon, c'est presque transparent, Mhm. soit tu en profites pour le faire, et là, effectivement, dire à à l'ensemble des parties prenantes que le projet, bon, il va falloir livrer un truc dans un mois ou deux, et qu'on en profite aussi pour monter en compétence sur tel truc qu'on maîtrise pas encore totalement, mais que c'est bien. Là, c'est vrai que c'est bon. Je pense que c'est pas le cas. C'est pas le cas uniquement du DDD. C'est le cas aussi d'autres méthodes, d'autres outils. Oui, C'est voilà, arriver à convaincre et laisser la chance de se dire, oui. on investit maintenant, mais dans quelques mois, quelques années, vous serez content qu'on l'ait fait, quoi. Tout à fait. Après, si c'est vraiment complexe à convaincre, peut-être que ce qui serait plus facile à faire, c'est réussir à trouver uniquement une partie de l'applicatif où on expérimente. Ça peut être un peu un compromis. Euh, voilà. Mais effectivement, ça, c'est pas toujours facile à vendre, effectivement. Si on va un peu plus loin, d'un point de vue organisation, donc j'évoquais un peu les domaines fonctionnels. Souvent, on va voir que ces domaines fonctionnels, ils sont traités par un bonding contexte ou plusieurs. Et d'un point de vue équipe, donc équipe tech, on va voir qu'une équipe peut être liée à un, par exemple ici, ou plusieurs bonding contextes. Ça peut être c'est des organisations totalement possibles, et du coup, c'est assez naturel. Enfin, ça peut devenir assez naturel. Et on arrive sur ces postulats-là, c'est la problématique d'un domaine fonctionnel est traitée par un à n bonding context. Un bonding context est à la charge d'une et une seule équipe, notamment en termes de Mm. responsabilité. Une équipe peut être responsable de un à n bonding context. Voilà. Du coup, d'un point de vue organisation, ça permet de faire des trucs assez clairs et carrés, de manière assez naturelle. Un bref lien avec les microservices. Au final, faire des bonding contextes, c'est ni plus ni moins que faire des modules dans notre code et à travers ça, et faire ce qu'on appelle un monolithe modulaire. Et monolithe modulaire, l'avantage de ça, c'est d'avoir, entre guillemets, tous les inconvénients de la modularité, mais au même endroit. Donc ça permet de les traiter pas à pas, step by step, au fur et à mesure qu'on comprend les enjeux. Et du coup, à un moment donné, et c'est là où l'étape est super bien, c'est si on a besoin d'extraire un module dans un microservice, on a juste, entre guillemets, à le prendre, à le mettre autre part, et ça fait notre microservice. Pourquoi c'est aussi, entre guillemets, simple? C'est que toutes les dépendances ont été mûrement réfléchies auparavant, notamment à travers les dépendances entre les bonding contexts, la capacité technique à les traiter dans notre monolithe modulaire, etc., etc. Voilà, c'est de l'ouverture par rapport à ça. Ensuite, si on continue sur les microservices, on peut voir ici qu'un bonding context peut être traité par deux microservices, par exemple un microservice d'écriture et un autre de lecture. Une équipe peut être en charge de un à plusieurs microservices. Et enfin, un microservice peut traiter la problématique de un à n bonding context. Voilà. Pareil, ça fait une organisation assez simple au final. Avec les règles suivantes, donc un bonding context peut être composé de un à n microservices. Un microservice est à la charge d'une et une seule équipe, peut regrouper plusieurs bonding contextes. Et du coup, une équipe peut avoir à sa charge un à n microservices. Et un peu par extension, l'équipe a automatiquement à sa charge le ou les bonding contextes liés. Et l'idée de tout ça, c'est d'avoir une chaîne de responsabilité claire. Qui fait quoi et qui intervient sur quoi. C'est bientôt fini. Petite ouverture. À ça, au final, on parle pas trop de comment organiser le code au sein du bonding context. C'est là qu'on peut venir ajouter des concepts issus de choses comme la clean architecture, l'hexagonal architecture, enfin voilà, des patterns d'architecture, des concepts d'architecture
plus orienté sur comment on peut organiser notre code au sein d'un bonding context. Et c'est pour ça que là, par exemple, on peut retrouver voilà, dans notre relation client un package, un répertoire domaine, infrastructure, use case. Ça, c'est typiquement du vocabulaire issu soit de la clean architecture, soit de l'archi hexagonal. Voilà. Ou également, on peut également introduire du CQRS parce qu'on a, on a un besoin de séparer la partie écriture et lecture. Voilà. Ben, ici, dans mon contexte Accelerate, j'ai séparé l'écriture, enfin la lecture, pardon, et l'écriture. On peut même voir que dans chacune des parties, j'ai appliqué de la clean architecture. Donc là, on vient mixer un peu plusieurs trucs au sein de notre contexte pour pouvoir adresser correctement notre problématique métier, pour mettre tous nos chances de notre côté. Et enfin, je terminerai certainement sur ça. C'est Martin Fowler qui nous le dit. Et il nous dit que, en fait, quand on conçoit une application, quand on la développe, on doit faire en sorte de faciliter son remplacement futur, afin que ça soit fait, lui il parle de manière élégante, mais moi je vais appeler ça de manière facile. Pourquoi? Parce qu'au final, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que le logiciel, le code qu'on va hériter demain. Et demain, on va certainement vouloir changer certaines parties du logiciel. Et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir les changer facilement. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Les différentes ressources, donc c'est la ressource que j'évoquais là sur la partie fonctionnelle, la domaine modeling made functional. Donc ça, voilà. Il y a d'autres ouvrages, mais les 4 là sont très bien. Le premier, c'est celui qui est plus compact, hein, parce que je l'ai lu aussi, et je crois qu'il est plus synthétique que le... Exactement, lui, il fait une 80aine de pages, effectivement, et très compact, écrit très gros. C'est plus d'un point de vue fonctionnel, comment ça fonctionne, que d'un point de vue technique. Si on veut le technique, il faut prendre le rouge. Ça marche. Voilà. Et ben voilà, j'ai fini pour moi. Je sais que Upskill va vous envoyer un mail prochainement à la suite de ce webinar, parce que derrière, nous, on propose une formation en e-learning sur le DDD initiatique, et je sais qu'ils veulent donc faire gagner des sessions de formation. Voilà. Je sais pas si Fatna, tu veux prendre un peu plus la parole sur ça. Et voilà, donc maintenant... Voilà, exactement pareil. On va tirer au sort 3 personnes. Je vous enverrai l'email d'ici jeudi pour en savoir plus sur la formation DDD et puis pour bien découvrir en amont. Et puis voilà. Je vous mets quand même la formation DDD directement sur le chat. Après, bon, vous l'avez également sur la présentation avec le QR code. Tac, voilà. Et pour finir, donc Upskill va organiser un événement qui va se dérouler à Bordeaux le 21 mars. Donc c'est la soirée du test logiciel. Donc si ça peut intéresser les QA, les développeurs, les testeurs, voilà, je vous mets également le lien directement sur le chat pour vous inscrire. Voilà. Nickel, merci. En tout cas, merci beaucoup, Mickaël. On va prendre une dernière question à laquelle on va répondre en 2 minutes, si tu peux. La communication entre les bounding contexts, comment ça se passe? Alors, on va répondre en 2 parties. Ça marche. La partie, donc il y a un outil qui s'appelle le context map, qui permet de cartographier justement les interactions entre les bounding contexts. Ça, c'est pas technique. Et la partie technique, la communication entre les bounding contexts peuvent se faire de 2 manières, soit de manière synchrone, soit de manière asynchrone. La manière synchrone, c'est ni plus ni moins qu'un appel via, par exemple, API inter-bounding context. Ou de manière asynchrone, c'est j'ai un bounding context A qui envoie un message dans une queue, et il se trouve que j'ai un bounding context B qui réagit à ce message. Donc du coup, j'ai bien fait discuter 2 bounding contexts, mais entre les deux, j'ai mis
un outil qui m'a permis de délier les deux. Voilà. Synchrone, asynchrone. Ok, Avec chacun leurs avantages et les inconvénients, évidemment. ça marche. Eh bien, je te remercie. Puis je crois qu'on est pas mal au niveau des questions. J'espère que j'en ai pas oublié, je crois pas. Ne pas confondre domaine event et intégration event dans le second cas. Effectivement, Voilà. après, on a des messages, parce que c'est des messages publics, privés. Enfin, effectivement, ça peut aller très loin sur les messages, en effet. Ça marche. Eh bien, je crois qu'on. Est-ce que tu as quelques derniers points à rajouter, Mickaël? Non, encore, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, je répondrai avec plaisir. Voilà, et puis voilà. Moi, c'était avec plaisir d'avoir fait ce webinaire avec vous, hein, Cédric et Fatna. Voilà. Nous aussi. C'était J'espère que tout le monde, vous aurez appris 2-3 trucs. J'en doute pas. En tout cas, les retours à chaud ont l'air plutôt positifs. C'était hyper intéressant, Mickaël. Bravo pour ce webinaire et pour le contenu. Et merci à toutes et tous d'avoir été avec nous pendant cette heure. On se dit à un prochain webinaire. Et puis, passez une très bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci, bonne journée à vous. Merci, Mickaël. Au revoir. Salut tout le monde. Bye bye.